Bonjour à toutes et à tous. Au mois de mars, traditionnellement, on met un coup de projecteur sur les femmes et leur lutte féministe. D'ailleurs, j'avais posté au début du mois de mars une vidéo intitulée Femmes dans la tourmente, femmes résilientes. Mais j'ai également participé sur Instagram au challenge Marceau féminin qui consiste à lire pendant tout le mois de mars uniquement des femmes. Donc je vous en propose aujourd'hui le bilan. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est celui qui m'a occupé pendant à peu près les 3/4 du mois de mars. C'est en 2 tomes. Il s'agit du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, un essai écrit en 1949. Pour présenter tout d'abord l'autrice Simone de Beauvoir, elle est née en 1908 et morte en 1986. Elle a été romancière, philosophe, essayiste, mémorialiste. Elle est particulièrement connue pour cet ouvrage qui est considéré comme un essai fondateur du féminisme moderne. C'est un essai qui est influencé par la philosophie de Simone de Beauvoir, puisque c'était une philosophe existentialiste, et l'existentialisme est un courant de la phénoménologie. Le principe de l'existentialisme, c'est de considérer que l'individu, en fait, est totalement maître de ses actes, de sa destinée et aussi des valeurs auxquelles il s'attache. Donc ça entre en résonance en fait avec une très célèbre phrase qu'on trouve au tout début du 2e tome du Deuxième sexe, à savoir « on ne naît pas femme, on le devient ». Dans l'existentialisme, il y a une grande importance donnée à l'engagement de chaque individu, ce qui peut expliquer les nombreux combats que Simone de Beauvoir et son compagnon Jean-Paul Sartre, lui-même philosophe, ont mené. Par exemple, ils ont été très investis au XXe siècle dans la lutte contre le colonialisme, la lutte contre la guerre d'Algérie que menait la France, la lutte aussi pour le droit à l'avortement. Simone de Beauvoir a ainsi été la rédactrice de la pétition et signataire du manifeste dit des 343 qui a été publié dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Le manifeste des 343, c'est un manifeste signé par plus que 343 d'ailleurs femmes, soit célèbres, soit totalement inconnues. À l'époque où c'était interdit, elles ont affirmé en fait avoir avorté, le but étant de pousser le gouvernement à légaliser l'avortement, ce qui est advenu quelques années après. Alors je sais jamais si c'est en 1973 ou 75 à travers la loi Veil. Souvent on considère d'ailleurs que la figure en fait de l'intellectuel engagé au XXe siècle est incarné par Jean-Paul Sartre, donc le compagnon de Simone de Beauvoir. Le Deuxième sexe est un ouvrage qui a eu un énorme retentissement à sa sortie, mais il a été aussi très fortement critiqué par de nombreuses personnalités et intellectuels qui en fait appartenaient à tout le spectre politique, puisque ça allait des communistes à la droite traditionnelle. On compte parmi les détracteurs du Deuxième sexe Albert Camus, Roger Nimier, François Mauriac. Ils le critiquaient soit pour son contenu, soit pour son autrice, Simone de Beauvoir, mais aussi la compagne de Jean-Paul Sartre, que finalement il visait à travers elle et son livre, mais il critiquait aussi en fonction de leur idéologie politique ou religieuse, ou même en fonction de leur vision de la place de la femme dans le foyer et dans la société en général. Simone de Beauvoir indique à quel point les réactions ont été violentes à la sortie de ce livre, et à quel point elle a été attaquée personnellement. Elle dit par exemple « Insatisfaite, glacée, pris à pic, nymphomane, lesbienne, 100 fois avortée, je fus tout, et même mère clandestine. On m'offrait de me guérir de ma frigidité, d'assouvir mes appétits de goule, on me promettait des révélations en termes orduriers, mais au nom du vrai, du beau, du bien, de la santé et même de la poésie, indignement saccagé par moi. » Cet essai a très profondément influencé la lutte féministe en France et dans le monde. Il a beaucoup influencé les féministes dans les années 50, 60, 70. Il y a eu une baisse de popularité dans les années 80, notamment parce que ce sont des années où il y a eu des révélations
sur la vie sexuelle de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, qui ont un petit peu entaché le discours qu'elle pouvait avoir dans le deuxième sexe, la vision qu'elle peut développer là-dedans de relations hétérosexuelles libres. Mais à partir des années 90 et jusqu'à maintenant, il y a quand même un retour en grâce de ce livre qui est toujours considéré comme un des très grands textes du féminisme moderne. Et il est toujours étudié, peut-être plus d'ailleurs dans les pays anglo-saxons et scandinaves qu'en France, mais en tout cas il fait toujours référence. Il a permis à de nombreuses femmes et aussi à de nombreux hommes d'ouvrir les yeux sur la situation de la femme. Ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est que Simone de Beauvoir est avant tout connue à la fois pour son couple avec Sartre et pour cet essai, ce dont on peut se réjouir, mais finalement en tant que philosophe, son apport est un peu moins reconnu, sa philosophie est parfois un peu confondue avec celle de Jean-Paul Sartre, alors qu'en fait elles sont assez différentes. Le postulat de départ du deuxième sexe, c'est que en fait il est très difficile de définir réellement ce qu'est une femme, et c'est la question qu'elle se pose dès l'introduction en disant mais qu'est-ce qu'est réellement une femme, et elle montre qu'on arrive difficilement en fait à répondre à cette question. Elle propose en fait de répondre à cette question dans 2 tomes. Dans le premier tome, elle propose en tout premier lieu de montrer en fait 3 tentatives finalement infructueuses de définir la femme. D'abord une vision biologique qui est assez développée, ensuite une vision psychanalytique, et ensuite une vision matérialiste historique. Elle se base sur les travaux d'Engels, qui était un disciple de Marx. Dans la deuxième partie, elle se demande en fait d'où vient que l'homme a asservi la femme et comment est-ce que ça s'est traduit dans l'histoire. C'est une partie que j'ai adorée, j'ai trouvé passionnante. Ensuite, il y a une autre partie qu'on pourrait qualifier de mythique. En fait, elle montre quels mythes sont associés à la femme. Et enfin, dans une 4e partie, toujours dans le premier tome, elle montre en fait 5 écrivains français, comment ils se sont reliés aux différents mythes de la femme qu'elle a explicités. Donc elle parle des cas de Henri de Monterland, Paul Claudel, André Breton, Stendhal et D.H. Lawrence. Donc d'ailleurs oui, c'est pas que des écrivains français, puisqu'il y a aussi un écrivain anglais, pardon. Donc ça c'est la structure du premier tome. Et dans le deuxième tome, elle fait d'abord une partie qui s'appelle Formation, où elle montre depuis le nourrisson jusqu'à la jeune femme comment en fait une personne devient une femme et comment est-ce que la société la façonne femme. Elle parle aussi de l'initiation sexuelle et du lesbianisme. Ensuite, dans une partie intitulée Situation, elle prend plusieurs figures de femmes, la femme mariée, la mère, la femme âgée, la prostituée, etc. Ensuite, dans une partie qu'elle appelle Justification, elle montre comment des femmes peuvent, on va dire, s'aveugler en étant soit narcissistes, soit en s'oubliant complètement dans l'amour, soit au contraire en ayant une approche mystique. Donc en fait, ces 3 figures, ce sont des femmes qui s'oublient elles-mêmes pour une cause, pour un homme, etc. Et donc, elles montrent que c'est une voie sans issue, c'est une voie qui ne mène qu'à la souffrance. Et enfin, dans sa toute dernière partie, la partie qu'elle appelle Vers la libération, elle parle au contraire de la femme indépendante. Donc Simone de Beauvoir, elle pense qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent libérer la femme, qui ne sont pas les seuls, mais elle pense d'abord au contrôle des naissances, qu'elle appelle le birth control, pour utiliser le terme anglais. Donc elle prône la légalisation de l'avortement, elle prône des moyens de pouvoir continuer à avoir des relations sexuelles sans forcément avoir l'épée de Damoclès d'une grossesse éventuellement non désirée. Et ensuite elle prône, et ça elle insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que les femmes doivent avoir un travail qui leur permette de vivre et d'être libres économiquement. Donc mon avis sur ce livre, moi j'ai adoré cette lecture, c'était vraiment passionnant, ça m'a fait réfléchir sur énormément de sujets, sur ma vie, sur mon enfance, sur ma sexualité, sur mon couple, sur beaucoup de choses. Le propos est vraiment d'une très grande profondeur. Je trouve qu'elle évite vraiment la scientificité asséchante
Et pour autant, c'est extrêmement sourcé, tout ce qu'elle raconte, mais voilà, c'est vraiment une écriture, un propos qui est très dynamique, et ça c'est très agréable. Ça n'est pas du tout jargonnant, ça se lit très bien. Après, c'est vrai que les 2 tomes, c'est quand même 1000 pages. D'ailleurs, moi, j'ai lu d'autres livres entre les 2 tomes, histoire de faire une pause. Je disais pas très jargonnant, en même temps, au début du premier tome, le premier chapitre, il est consacré à la biologie, et il a l'air très sourcé. Et c'est peut-être le seul chapitre où là, vraiment, c'est tellement jargonnant que... Voilà, moi je suis allée un petit peu vite sur certains passages, mais c'était quand même tout à fait lisible et intéressant. Entre les 2 tomes, moi j'ai préféré le premier tome au second. Le premier tome s'appelle Les faits et les mythes, le second L'expérience vécue. J'ai vraiment adoré le premier. Le deuxième était passionnant également, mais m'a un petit peu moins plu parce que j'étais un petit peu moins d'accord avec certains propos. Les bémols qu'on pourrait mettre, c'est que c'est un livre qui a été écrit en 1949, donc certaines considérations ont évolué. Au moment où Simone de Beauvoir l'écrit et le publie, l'avortement n'est pas légal en France, les femmes peuvent travailler, mais finalement ça n'est pas si répandu que ça, alors que de nos jours, c'est beaucoup plus marginal une femme qui est au foyer, qui ne travaille pas. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, et à la fois on se dit, bon, ce qu'elle appelle de ses voeux, nous on l'a déjà, et en même temps malheureusement on le voit de nos jours que le droit des femmes est aussi remis en question, donc c'est bien de se rappeler que certaines choses qui sont acquises mais qui peuvent être remises en question sont considérées comme libérateurs par Simone de Beauvoir. Il y a également des défauts que je considérerais comme étant de l'époque. Par exemple, c'est un propos qui est très européano-centré. Voilà, quand elle parle d'autres civilisations en disant les hordes primitives, ça pique un petit peu quand même de nos jours. Je trouve que parfois son discours est légèrement homophobe. C'est pas hyper clair en fait, elle appelle pas au meurtre des homosexuels, Dieu merci. Mais elle a une façon quand même parfois de tourner ses phrases, d'avoir des considérations, que ce soit sur les homosexuels hommes, parfois aussi un peu sur les lesbiennes. Où, voilà, moi j'étais un petit peu gênée et j'ai trouvé que c'était un petit peu homophobe. Mais globalement, je pense pas qu'on puisse lui mettre une étiquette d'homophobie. En tout cas, c'est pas ce qui, pour moi, en est ressorti vraiment à la lecture du deuxième sexe. Mais voilà, ça, je pense que c'est un peu attribuable à l'époque où des choses qui nous touchent plus maintenant, c'était des phrases qui à l'époque étaient considérées comme acceptables. Et parfois, paradoxalement, en fait, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop féministe. Comment ça, un petit peu trop féministe ? Par exemple, elle dit, dans le cas des adolescentes, elle dit que l'adolescente peut être mythomane, peut être menteuse, parce que, en fait, elle essaie de s'inventer des vies dont elle sait qu'on ne lui donnera jamais la possibilité de le faire. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que un adolescent, que ça soit un garçon ou une fille, s'il ment, c'est valable peut-être aussi pour des adultes d'ailleurs, en fait, s'il ment, c'est aussi qu'il a un besoin de reconnaissance. Donc une ado qui s'invente, je sais pas moi, des parents cachés qui seraient un roi et une reine ou un truc comme ça, en fait c'est surtout qu'elle a besoin de reconnaissance. En tout cas moi c'est comme ça que je le lis. Parfois je me suis dit que lire un destin entier au prisme du sexe biologique de la personne, ça me paraissait être un petit peu réducteur, mais vraiment... Je pense que globalement, je me suis dit en lisant, je suis d'accord avec 95% de ce qui est écrit, et les 5% restants, c'est les hordes primitives, les considérations légèrement homophobes, et puis voilà, certains aspects que j'ai pu citer ici. Enfin, pour parler des phrases célèbres du deuxième sexe, on pense bien sûr à « on ne naît pas femme, on le devient », qui introduit en fait le second tome, mais également une phrase en fait que moi je pensais trouver dans le deuxième sexe et qui n'y figure pas, contrairement à ce que je pensais, c'est la fameuse « Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. »
Donc ça ne figure pas dans le deuxième sexe, en fait c'est une phrase qui a été dite en privé à Claudine Monteil, qui était la plus jeune signataire du manifeste des 343. C'est une phrase qu'elle a dite en 1974 en réaction à l'enthousiasme de son interlocutrice face au débat qui pouvait se faire pour aboutir à la loi Veil. Et donc ça montre bien en fait la position de Beauvoir qui porte un combat mais qui est également assez lucide sur la fragilité de ce combat et le fait que rien n'est malheureusement jamais acquis dans la lutte des femmes pour leurs droits. Je vous propose également une autre vidéo où je vous lis des citations issues du deuxième sexe, donc n'hésitez pas à aller la visualiser pour mettre en correspondance cette vidéo-là d'explication et l'autre où je lis des extraits significatifs. Donc c'était Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Le prochain livre dont je vais vous parler s'appelle De haute lutte d'An Bai. C'est un ouvrage que j'ai lu dans le cadre du club de lecture du mois de mars de Nabolita. Et c'est une autrice ici indienne qui a écrit ce livre en tamoul. Le tamoul, c'est la langue officielle de l'état du Tamil Nadu, qui est un état du sud de l'Inde. Et An Bai est née dans cet état. Elle fut enseignante à l'université en Women's Studies et elle a écrit en anglais et en tamoul. Ici, c'est le seul ouvrage qui a été traduit en français de cette autrice. C'est un recueil de nouvelles. Elle raconte la vie de 4 femmes qui viennent de milieux sociaux différents. L'une dirige une maison d'édition et enseigne à l'université. L'autre vient d'un milieu pauvre, etc., etc. En fait, chacune de ces histoires montre la liberté que ces femmes essaient de haute lutte de se dégager dans un monde dominé par les hommes. Ça peut être une lutte directe, une lutte spirituelle en essayant de se retirer pour méditer, mais également une lutte en se soumettant pour finalement ensuite être reconnue publiquement. Donc moi j'ai particulièrement aimé la première et la troisième nouvelle. La deuxième était bien aussi, mais un petit peu moins plu. Et j'ai eu du mal à entrer dans la quatrième parce que elle est assez difficile à comprendre. Elle fait beaucoup référence au Ramayana, qui est une épopée mythologique écrite entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Ce texte est fondateur de l'hindouisme et de la mythologie hindoue, donc moi, n'ayant aucune connaissance du Ramayana, j'ai eu du mal finalement à entrer dans l'histoire qui y fait beaucoup référence. Pour autant, les éditions Zulma nous proposent ici un glossaire à la fin du livre, un glossaire qui permet de comprendre tous les mots de la culture indienne qui sont employés. Le problème en fait, c'est que ce glossaire, il est écrit... en fait, il est classé de manière thématique. Parfois, si un personnage dit elle tendit la main pour prendre le et ben en fait, on sait pas s'il s'agit d'un instrument de musique ou d'un plat de cuisine. Donc, il faut errer de section en section pour retrouver le mot en question. Donc, en fait, on perd le fil de l'histoire. Si bien qu'au bout d'un moment, en fait, je pense qu'à la moitié du livre, j'ai arrêté de regarder le glossaire. Sauf pour la dernière histoire où le Ramayana est largement cité. C'était pour resituer les personnages. Mais donc voilà, petit échec je pense pour ce glossaire, ça partait d'une bonne idée et finalement c'était contre-productif. Toutes ces histoires sont très psychologiques, touchantes, subtiles. Ça se lit très bien, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Je suis fascinée par l'Inde en général et par la culture indienne, mais ce livre en fait me rappelle que vraiment... je n'y connais rien à ce pays que je n'ai pas visité et c'est un pays qui est pétri de contradictions et les femmes y ont notamment une place très complexe. Pour rappel, en 2018, la fondation Thomson Reuters avait établi que l'Inde était le pays le plus dangereux au monde pour les femmes, donc avant la Syrie, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc c'est quand même pour un pays démocratique, ça fait quand même un petit peu mal. En 2011, cette même fondation avait placé l'Inde en 4e position. L'Inde, est-ce qu'elle a régressé ? En tout cas, elle a fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de dangers pour les femmes dans une société qui est très patriarcale, très traditionnelle. Il y a des réalités extrêmement différentes,
mais c'est vrai qu'en Occident, on a des images assez négatives de la place des femmes en Inde. C'est par exemple des femmes qu'on oblige à s'immoler sur le bûcher funéraire de leur mari. Bon, ça en fait, ça fait très longtemps, je crois, que ça n'est pas arrivé, mais on a encore cette image dans la tête. On pense également aux femmes qui sont brûlées à l'acide parce qu'elles se refusent à un homme, parce que leur dot n'est pas assez importante. Ça par contre malheureusement c'est beaucoup plus courant. Ça n'est pas que en Inde, il y a d'autres pays en Asie notamment où c'est pratiqué, mais en tout cas c'est aussi cette image qu'on a. On a aussi le souvenir d'un viol et un meurtre collectif absolument barbare qui a eu lieu en 2012 où une étudiante a été violée et assassinée dans un bus par plusieurs hommes. Donc on a cette image en fait difficile, et en même temps l'Inde c'est aussi le deuxième pays qui a élu démocratiquement à la tête de son pays une femme. C'était Indira Gandhi en 1966. Pour information, le premier pays c'est le Sri Lanka, avec une personne dont je vais vous mettre le nom parce que je vais l'écorcher. Mais donc nous occidentaux, je pense que parfois on peut pas trop se permettre de donner des leçons, puisque nous on voit qu'en France il n'y a encore eu aucune présidente de la République, et il y a eu seulement 2 femmes premières ministres, dont la première n'est pas restée en poste très longtemps. Donc j'étais également très contente de lire de la littérature étrangère qui soit pas écrite en anglais à la base. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme beaucoup de monde je pense, je lis de la littérature étrangère, et en fait souvent elle vient soit des États-Unis, soit du Royaume-Uni. Et en fait je suis désireuse depuis quelques temps de m'ouvrir aussi à d'autres cultures, à d'autres langues. Je les lis la plupart du temps en français, donc sous une traduction. Mais en tout cas j'étais contente de découvrir cela puisque c'est écrit en tamoul. C'était une belle lecture, c'était pas un coup de cœur, mais ça m'a fait regretter finalement de ne pas pouvoir lire en français d'autres livres de cette autrice. Donc s'il y a parmi les spectateurs des éditeurs, vraiment c'est une autrice qui vaut clairement le coup. Sa vision du monde est très intéressante, et sa littérature a l'air de l'être tout autant. Donc c'était le recueil de nouvelles de Haute Lutte d'Ambaï. Maintenant je vais vous parler d'un recueil de poèmes. Il s'agit des poèmes de Emily Brontë. Emily Brontë fait partie d'une des fratries les plus célèbres de la littérature mondiale et anglo-saxonne, les sœurs Brontë. Je vais pas m'appesantir trop sur leur destin, parce que j'ai l'intention de leur consacrer une vidéo dédiée aux sœurs Brontë. Mais on peut dire déjà que Emily Brontë est née en 1818 et morte en 1848. Elle est très connue pour son roman Les Hauts de Hurlevent. Ici on la découvre en fait poétesse, avec des poèmes qu'elle a écrits entre 1836 et 1846. Il y a un contexte d'édition qui est assez complexe et qui est explicité dans la préface de Pierre Léris, puisque sa sœur Anne l'a beaucoup poussée à faire éditer ses poèmes et est parfois intervenue dans le texte. Mais en tout cas, c'est une lecture qui vaut le détour. Il y a des thématiques très romantiques. Il est question de désespoir, d'angoisse, d'un sentiment de solitude, d'un désir de mourir. Il y a aussi des images qui sont romantiques, voire gothiques. Il est question de tombes, de cieux sombres, de landes de bruyère battues par le vent, donc c'est super. J'ai préféré finalement les premiers poèmes, les poèmes de jeunesse, parce que j'ai trouvé que ceux de la maturité étaient finalement un peu plus emberlificotés, un peu moins clairs. Donc moi j'ai vraiment préféré les poèmes du début. J'ai trouvé aussi, c'est une édition ici bilingue, j'ai trouvé aussi que la traduction était pas terrible. Alors après c'est très difficile de traduire de la poésie, mais j'essayais autant que possible de les lire d'abord en anglais et ensuite de voir comment c'était traduit en français. Et souvent j'étais assez déçue par la version française. Je trouvais qu'elle rendait pas justice à la beauté des textes. Là, c'est l'avantage de la version bilingue, c'est qu'on peut voir les deux parties. J'avais peur de trouver une poésie qui soit finalement un peu hermétique, comme j'avais trouvé celle de John Keats. John Keats, il est né en 1795 et il est mort en 1821, donc 3 ans après la naissance d'Emily Brontë. Il correspond donc en fait
à la génération d'avant. Il est considéré comme faisant partie de la première génération des romantiques. Et la poésie de John Keats, vous le connaissez peut-être pour son poème Bright Star. La vie de John Keats a d'ailleurs été adaptée au cinéma par Jane Campion sous le titre Bright Star. Et en fait, la poésie de John Keats, je l'avais trouvée un peu, alors attention, gros anachronisme, j'avais trouvé un peu symboliste et assez hermétique. Ça m'avait pas trop plu, je l'avais lu également en version bilingue. Et celle de Brontë, en fait, je l'ai trouvée beaucoup plus accessible, toujours très romantique. Donc voilà, finalement j'étais agréablement surprise. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, je vous ai parlé des Hauts d'Hurlevent, et moi j'ai détesté les Hauts d'Hurlevent quand je l'ai lu à 14 ans. Voilà, bon, je l'ai lu dans des conditions un petit peu particulières. Je vous expliquerai un jour ce qu'il en était, et en fait je compte le relire peut-être cette année. Mais finalement je suis contente parce que ça m'a un peu réconciliée avec Emily Brontë, j'ai adoré ses poèmes et ça me donne envie de me replonger dans les Hauts d'Hurlevent en espérant que ma lecture soit plus agréable que ce qu'elle a été quand j'avais 14 ans. Donc c'était les poèmes d'Emily Brontë. Enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Lady Susan de Jane Austen. Comme pour Emily Brontë, je vais pas m'appesantir sur le destin de Jane Austen parce que je voudrais lui consacrer une vidéo dans le cadre d'une série sur les autrices anglaises du 19e siècle. Une série que j'espère publier à l'automne, on va voir comment ça se passe. C'est Jane Austen, en fait, c'est une de mes autrices préférées. J'ai lu toutes ses œuvres, mis à part son roman inachevé Sanditon, mais j'adore ce qu'elle fait en général et j'étais ravie de la retrouver ici puisque ça fait une dizaine d'années que je ne l'avais pas lu. Ici, il s'agit d'un roman épistolaire très court qui fait 110 pages et que moi personnellement j'ai lu en 24 heures. On y suit une veuve coquette et manipulatrice qui s'appelle Lady Susan Vernon. Ce qu'elle aime, Lady Susan, en fait, c'est séduire et c'est mettre à genoux les hommes. Et elle s'invite chez son beau-frère. La femme de celui-ci, Mrs. Vernon, n'apprécie guère Lady Susan qui a la réputation d'être une aventurière. Une aventurière, en fait, c'est une femme qui est une séductrice et qui cherche à faire un beau mariage. Et dans le cas présent, Lady Susan cherche éventuellement à faire un beau mariage, un remariage dans son cas, mais aussi à marier sa fille Frederica. Et le frère de Mrs. Vernon, Reginald de Courcy, s'invite aussi puisqu'il a entendu parler de la réputation sulfureuse de Lady Susan et il espère pouvoir l'observer et finalement la mépriser, se moquer d'elle. Mais évidemment, il tombe dans les filets de cette manipulatrice patentée. C'est un roman épistolaire qui a peut-être été inspiré par les Liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos, qui a été publié en 1782. En fait, le personnage de la marquise de Merteuil pourrait avoir inspiré Lady Susan dans ce livre que Jane Austen a écrit en 1794. Est-ce qu'elle avait lu les Liaisons dangereuses? On ne sait pas. Est-ce qu'elle en avait entendu parler? C'est possible. En tout cas, c'est un livre qui avait eu beaucoup de succès, qui avait déjà été traduit en anglais, et elle avait une personne de son entourage qui avait voyagé en France au moment où le livre était publié. Donc, peut-être une influence à voir du côté des Liaisons dangereuses. Ici, cependant, il y a un caractère beaucoup plus comique que dans les Liaisons dangereuses, et dedans, aucun personnage n'est véritablement positif, mis à part peut-être Frederica, donc la fille de Lady Susan, mais en fait Lady Susan est vraiment délicieusement odieuse, on peut le dire. Mrs. Vernon, moi je trouve qu'elle a un air un peu de mère la morale, et Reginald, lui, en fait, il pense mépriser Lady Susan avant de la rencontrer, et en fait, il tombe complètement sur son charme, et jusqu'à la toute fin, il reste manipulé par les femmes, donc c'est très drôle. Et je retrouve avec grand plaisir la plume de Jane Austen, qui est toujours acide, pleine d'esprit. J'adore vraiment cette écriture, c'est un des grands charmes de Jane Austen. Elle fait aussi, comme toujours, une très belle peinture des caractères, avec une Lady Susan qui, en fait, elle croit pouvoir dominer tout le monde, et elle reproche, en fait, aussi également aux autres ses propres défauts, donc c'est très drôle. J'en avais parlé, en fait, dans la vidéo book haul que j'ai publiée au mois de mars,
Et en commentaire, il y avait une personne qui m'avait écrit que désormais certains avaient une lecture féministe du personnage de Lady Susan, en disant que finalement c'était juste une femme qui essayait désespérément de se remarier de manière avantageuse, de placer sa fille, donc voilà, qui finalement plaignait un petit peu Lady Susan. Alors moi j'ai pas retrouvé trace de cette vision, par contre vraiment je trouve qu'il y a aucune vision positive à avoir de Lady Susan, de ce personnage. Alors même si Jane Austen, elle a un côté un peu, bon attention le terme, mais proto-féministe, puisque elle pointe par exemple dans Orgueil et Préjugés les difficultés que peuvent rencontrer les femmes de son époque dans une société qui est extrêmement cloisonnée. Finalement, ici, Lady Susan n'est pas du tout peinte de manière positive. Dans toutes ses lettres, elle apparaît comme extrêmement suffisante, désireuse d'écraser tout le monde et très peu empathique envers qui que ce soit. Elle n'a aucune considération pour la famille Mainwaring qu'elle a détruite, elle méprise sa fille, elle déteste sa belle famille, les Vernon, etc., etc. Jane Austen, jusqu'à la toute fin, relève la duplicité en fait de Lady Susan et son amoralisme. Autant dans Les Liaisons dangereuses, la marquise de Merteuil, dans la fameuse lettre 82, a un discours qui est en fait assez féministe en disant mais regardez, si j'en suis réduite à agir de la sorte, c'est parce que la société ne laisse pas de place aux femmes, etc. Qu'Auderlot de Laclos avait d'ailleurs écrit un texte incitant à éduquer les jeunes filles pour les aider à se libérer. Mais je trouve que ce discours en fait n'est pas vraiment présent ici dans Lady Susan. Donc c'était une superbe lecture qui me rappelle combien j'aime cette autrice, que je n'avais pas lue depuis peut-être une dizaine d'années, donc vraiment c'était avec très grand plaisir que je l'ai retrouvée dans ce tout petit ouvrage. Donc c'était Lady Susan de Jane Austen. Donc pour conclure cette vidéo, je rappellerai que le principe du challenge Mars au féminin, c'est de ne lire que des autrices. Donc certains vont crier à la discrimination positive. Alors dans ce cas-là, moi ça ne me gêne pas particulièrement parce que parfois on se rend compte qu'en fait on ne lit que des hommes pendant tout un mois et ça ne pose aucun problème. Par contre, lorsque on se propose de ne lire que des femmes pendant un mois sur 12 de l'année, soudainement ça paraît scandaleux. J'étais contente de lire cela pour découvrir des autrices ou bien en retrouver certaines avec plaisir. Je n'ai fait que des bonnes lectures, elles m'ont toutes plu. Le but aussi c'est de réhabiliter les femmes qui ont eu du mal à trouver de bonnes conditions pour écrire, qui ont eu du mal à être publiées, du mal à être valorisées comme autrices, et qui sont assez minoritaires dans l'histoire de la littérature telle qu'on la présente actuellement, alors que énormément de femmes ont écrit et ont écrit des choses excellentes. Donc toutes ces difficultés n'étant plus à prouver, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se pencher sur des autrices pendant tout un mois. Donc je vous rappelle les livres qui ont été présentés dans cette vidéo. Tout d'abord, les 2 tomes du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, De haute lutte d'Ambaye, poème d'Emily Brontë et Lady Susan de Jane Austen. Je vous rappelle également qu'il y a une vidéo qui est consacrée à la lecture de citations du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. N'hésitez surtout pas à aller la regarder. Je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.